Une chose qu'apprécient tous les fans de MMA, c'est un champion actif. On a tous des souvenirs très agréables des règnes de Kamaru Usman ou d'Alex Pereira, parce qu'il semblait que les divisions étaient en mouvement, que les challengers méritants avaient leur chance, et que non seulement on les a appréciés pour cela, mais ça a aidé à construire leur légende et ça a bétonné leur statut dans l'histoire du MMA. Ce avec quoi on a un petit peu plus de mal bien sûr, c'est les longues périodes d'attente. Les champions qui ont l'air de ne jamais vouloir revenir, et même si ce n'est pas toujours de leur faute, un champion qui ne combat pas a un effet paralysant sur le reste de la division qui dérange. Pas besoin de regarder plus loin que la division des poids lourds actuelle pour en observer les faits. John Jones est champion depuis plus de 2 années maintenant, et il n'a qu'une seule défense de ceinture à son actif. Surtout, sa prochaine sortie n'est pas encore officielle, et la popularité de Bones en a un peu pâti, parce qu'on a un peu le sentiment qu'il prend la division en otage, et Tom Aspinall ne peut pas défendre éternellement cette ceinture intérimaire. Mais ce n'est pas la première fois que l'on observe ce genre de situation, loin de là d'ailleurs, qu'il s'agisse d'un combat qui peine à se matérialiser, de blessures à répétition ou de conflits avec la promotion, l'UFC a connu son lot de divisions à l'arrêt complet qui écrivent souvent certaines des pages les plus confuses de notre sport. Bien que cette problématique soit amplifiée à l'ère moderne parce qu'il y a désormais un calendrier insoutenable à tenir, c'est une situation bien commune qui a vu l'UFC modeler ses règles au fil du temps en fonction de ses besoins marketing. En d'autres termes, si John Jones n'était pas John Jones, il est peu probable qu'il lui aurait été permis de garder cette ceinture aussi longtemps. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 moments où une division de l'UFC a été à l'arrêt total. Numéro 10, Michael Bisping attend Georges St-Pierre. La victoire de Michael Bisping contre Luke Rockhold lors de l'UFC 199 a autant été un séisme qu'elle a été un moment sur lequel les fans reviennent avec beaucoup de tendresse. C'était la récompense ultime pour un combattant qui était à l'UFC depuis 10 ans et qui avait donné ses meilleures années et sacrifié sa santé pour le plaisir des fans. Mais si le souvenir de ce moment a toujours une place particulière dans la mémoire du public, c'est aussi parce qu'on a tous fait le choix de faire abstraction de ce qui a suivi. Lorsque l'UFC a annoncé que Michael Bisping allait défendre sa ceinture contre Dan Anderson, alors 13e mondial et sur un gros déclin, tout le monde a été un peu pris de court, mais c'est après sa victoire de l'UFC 204 que les choses se sont un peu corsées pour l'anglais. On attendait tous un combat contre Yoel Romero, Gegard Mousasi ou même une trilogie contre Luke Rockhold, mais un certain Georges St-Pierre avait annoncé qu'il souhaitait remettre les gants et ça a entamé une partie de poker menteur un peu intense chez les poids moyens. À sa décharge, Michael Bisping n'était pas le seul champion à vouloir ce combat contre le Canadien. Tyron Woodley a aussi réclamé St-Pierre pendant plusieurs mois, mais ses requêtes ont été balayées d'un revers par Dana White. Georges voulait affronter Bisping, certains diraient que c'est parce qu'il était un combat beaucoup plus simple pour lui que Woodley, mais ce sont sûrement des mauvaises langues. Pour Michael en revanche, c'était l'opportunité d'encaisser un dernier très gros chèque et d'affronter une légende du sport, mais ce n'est pas vraiment passé auprès des fans. Déjà, St-Pierre n'avait pas combattu depuis 4 ans et il obtenait une chance à une ceinture dans une division qui grouillait de combattants méritants. Ensuite, le combat a été repoussé de mars 2017 jusqu'en novembre parce que Georges voulait plus de temps pour se préparer. Mais cela portait à 1 an sans combat de ceinture pour la division et surtout 1 an et demi sans qu'un challenger méritant puisse obtenir sa chance. La situation a poussé l'UFC à créer une ceinture intérimaire à l'été 2017 et le combat entre Robert Whittaker et Yoel Romero donnait vraiment l'impression qu'il aurait dû être pour la ceinture à contester. Georges finit par battre Bisping puis par rendre la ceinture immédiatement, démontrant que toute cette situation était vraiment un petit peu inutile. Numéro 9, la malédiction des lourds légers. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, Alex Pereira a été un super champion des lourds légers, actif, proposant des grosses performances, mais surtout remettant de l'ordre dans le chaos ambulant qu'était devenu la division depuis le départ de John Jones. Après son combat très controversé contre Dominic Reyes en 2020, John a rendu la ceinture, prenant une pause dans sa carrière qui finira par durer plus de 3 ans. Il a laissé derrière lui une division qu'il avait décimée pendant près d'une décennie et qui allait devoir se reconstruire dans l'ombre de celui qui était considéré comme le meilleur de tous les temps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la reconstruction a pris du temps. Les champions se sont succédés, incapables de défendre leur ceinture, mais c'est en 2022 que les choses sont devenues extrêmement complexes. Yuri Prochazka s'est blessé à l'épaule et il a décidé de laisser la ceinture vacante pour ne pas bloquer la division. Mais les choses ne se sont pas exactement passées comme il l'avait prévu. Jan Blachowicz et Magomed Ankalaev se sont affrontés dans le combat principal de l'UFC 282 et après une égalité, la ceinture était toujours vacante. C'est Jamal Hill qui l'a récupéré en short notice en décimant Glover Teixeira, mais quelques mois plus tard, il s'est blessé au talon d'Achille et a lui aussi rendu la ceinture, suivant l'exemple de Yuri. Il aura fallu attendre l'UFC 295 en novembre 2023 pour qu'Alex Pereira remette de l'ordre dans tout ça, bouclant la boucle en mettant KO Yuri Prochazka et entamant un règne extrêmement plaisant. Il a alors semblé que la division des lourds légers reprenait enfin une direction ordonnée, plus de 4 ans après le départ de John Jones. Numéro 8, Henry Cejudo sur les ruines des poids mouches.
La victoire d'Henry Cejudo contre Demetrius Johnson est probablement l'un des moments préférés de la vie de Dana White. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais très grossièrement, Dana voulait fermer la division des poids mouches qui ne lui rapportait rien, et il blâmait tout sur Demetrius Johnson pour plusieurs raisons, dans ce qui était quand même un peu une injustice généralisée. Mais lorsqu'Henry Cejudo est devenu champion et qu'il a défendu cette ceinture contre TJ Dillashaw, la situation n'est pas devenue très claire pour autant, parce que Henry voulait devenir double champion du monde et combattre chez les coqs, mais il voulait aussi conserver la ceinture des poids mouches, dont on ne savait pas vraiment si elle allait survivre à son règne. Il n'est plus jamais redescendu en mouche, et au cours de l'année qui a séparé son combat contre TJ du moment où il a rendu le titre vacant, il y avait une très grosse confusion chez les moins de 57 kg. Il semblait que l'UFC était à un mauvais réveil près de tout bonnement supprimer la division, et c'était un moment particulièrement stressant pour les combattants. Lorsque Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo ont été bookés pour la ceinture vacante, tout le monde a été soulagé, mais ce n'était pas encore fini. Figueiredo a raté la pesée pour le combat et il a quand même battu Joseph Benavidez et il n'y avait alors toujours pas de champion. Lorsque la pandémie du Covid a démarré et que l'UFC s'est réfugié à Abu Dhabi, il semblait que la catégorie des poids mouches ne tenait qu'à un fil. Mais l'UFC a reprogrammé les deux hommes, un combat qui a d'ailleurs failli tomber à l'eau également lorsque le Brésilien a été testé positif au Covid, mais le 19 juillet 2020, Figueiredo a été couronné en tant que champion, un an et demi après que Cejudo ait battu TJ Dillashaw et les choses ont repris leur cours. Numéro 7, Francis Ngannou fait valoir ses droits. Francis Ngannou et l'UFC ont eu une longue relation houleuse qui a atteint son point culminant lors du règne du Camerounais. Après avoir mis KO Stipe Miocic dans la revanche, Francis était perçu comme l'homme le plus terrifiant de la planète. Profitant de cette nouvelle popularité, il a décidé d'entamer une renégociation contractuelle avec l'UFC qui allait faire couler beaucoup d'encre. Francis voulait plus d'argent, plus de respect et plus de liberté. Il voulait qu'il soit possible pour lui de faire un combat de boxe et il voulait améliorer la condition des combattants. Mais Dana White n'a pas bien réagi à ses demandes et le bras de fer s'est entamé. L'UFC a créé une ceinture intérimaire complètement inutile pour mettre la pression à son champion qui a refusé de céder. Il voulait désormais laisser son contrat se terminer pour aller voir ailleurs et il a été forcé dans un combat contre Cyril Gane lors de l'UFC 270. Après avoir battu son ancien coéquipier avec un genou en compote, le conflit avec la promotion n'a pas ralenti. Il a conservé sa ceinture pendant un an de plus sans combattre, les négociations étant au point mort et l'UFC a fini par le laisser partir. Quitter la promotion sur un succès et avec la ceinture de champion est une grosse victoire morale et Francis en est allé faire des affaires beaucoup plus lucratives. Oui, la division des poids lourds en a pâti, mais Francis est aussi devenu un sacré symbole d'indépendance et la preuve que l'UFC n'est pas une impasse pour les combattants. Et évidemment, les conclusions sont beaucoup plus nuancées que cela, mais de tous les moments où une division a été à l'arrêt, le règne de Francis est peut-être le plus pardonnable de tous. Numéro 6, l'UFC veut sa trilogie. La situation de la catégorie des poids mouches féminines est particulière parce que d'une certaine façon, elle a affecté les fans français plus que les autres. Valentina est à peu près tout ce que la division a connu. Elle est devenue championne en 2018 et a conservé son titre pendant 5 ans. Lorsqu'Alexa Grasso l'a battue à l'UFC 285, c'était un vrai vent d'air frais pour la catégorie qui commençait sérieusement à tourner en rond. Et évidemment, Valentina méritait une revanche, mais les choses étaient sur le point de se dérouler très lentement. Le second combat a eu lieu 6 mois plus tard, mais au lieu de nous offrir un résultat concret, l'affrontement se finit par une égalité et la promesse d'une trilogie est faite immédiatement par la promotion. Sauf qu'entre-temps, Alexa Grasso se blesse, puis Valentina décide de se faire opérer et pendant ce temps-là, la division est bloquée et les challengers doivent s'affronter entre elles pour faire passer le temps. On rappelle que notre française Manon Fiorot a battu la numéro 1 mondiale de l'époque en octobre 2022. Le troisième combat entre Valentina Shevchenko et Alexa Grasso a finalement lieu à l'UFC 306, un an après leur second affrontement, et Valentina récupère sa ceinture par décision unanime. Manon aura enfin droit à son combat de titre à l'UFC 315, plus de 2 ans après qu'Alexa Grasso soit devenue championne du monde. Numéro 5, Anthony Pettis. Ça peut sembler un peu étrange maintenant, mais lorsqu'Anthony Pettis est devenu champion de l'UFC en 2013, c'était un moment extrêmement important. L'UFC avait beaucoup investi dans Pettis, que la promotion percevait comme une future star. Il était partout, présenté comme le futur de sport, et il a même été en couverture de la boîte de céréales Wheaties. Ça nous parle un peu moins en Europe, mais c'est très significatif pour un athlète américain. Mais au moment où il allait pouvoir capitaliser sur cette popularité, Anthony s'est blessé. Le champion s'est fait les ligaments croisés, et il a dû rester sur le banc de touche pendant 1 an. Au lieu d'immédiatement le faire affronter Gilbert Melendez à son retour, l'UFC décide d'organiser une saison entière de teuf entre les deux hommes, ce qui a encore plus retardé son retour, qui a finalement eu lieu en décembre 2014, soit près d'1 an et demi après sa prise de pouvoir. Et il faut reconnaître à l'UFC que toute cette promotion a payé ses fruits. Il a battu Gilbert Melendez à l'UFC 181 et il a pris une toute autre dimension. Mais ça n'a pas duré bien longtemps, parce que quelques mois plus tard,
Rafael dos Anjos l'a complètement surclassé dans ce qui était une surprise colossale à l'époque. Au final, la division des poids légers a été mise en pause plus d'1 an, à la fois à cause de la blessure de Pettis, mais aussi parce que l'UFC a essayé de bâtir sa réputation. Ce règne a d'ailleurs entamé une moitié de décennie complexe pour la ceinture des poids légers, entre le règne de Conor McGregor et la saga entre Khabib et Tony Ferguson. Numéro 4, Aljamain Sterling est le vilain de l'UFC. Je vais vous faire une confidence qui me vaudra peut-être la foudre, mais j'aime beaucoup Aljamain Sterling, j'aime son histoire, je crois qu'humainement c'est un mec top et c'est un excellent combattant. Autant dire qu'en 2021 en revanche, on n'était pas beaucoup à partager cet avis. Lorsqu'Aljamain Sterling a remporté la ceinture des poids coqs par disqualification, il est devenu l'ennemi public numéro 1. Lorsqu'Aljamain Sterling a annoncé qu'il devait prendre une pause pour se faire opérer du cou, on aurait cru que les fans allaient imploser. Tout ça est un peu une question de timing malheureusement bien sûr, et je répéterai à qui veut l'entendre, Sterling n'a strictement rien fait de mal. Évidemment le public ne l'a pas perçu ainsi et il a été accusé d'avoir surjoué lors de l'UFC 259, puis d'éviter une revanche contre Petroyan que tout le monde pensait qu'il allait perdre. Vu la propension qu'a l'UFC à retirer des ceintures, beaucoup de personnes étaient d'ailleurs surprises qu'Aljamain conserve la sienne pendant son absence, au vu de son manque de popularité auprès des fans et de la relation publique houleuse qu'il entretenait avec Dana White. Plus d'une année s'est écoulée entre les deux combats et Yan a dû affronter Cory Sandhagen pour une ceinture intérimaire en octobre. Il lui faudra attendre 6 mois de plus pour que Sterling revienne de sa blessure à l'UFC 273 et à la surprise générale, Aljamain s'est imposé dans la revanche avant d'entamer un règne extrêmement décrié par le public. Numéro 3, la disparition des poids légers. Lors de la création de la division des poids légers de l'UFC, James Pulver s'est imposé comme la figure de proue des moins de 70 kg. Il en a été le champion inaugural et avec 2 défenses de ceinture, il s'est constitué un règne solide surtout pour les standards de l'époque. Mais en 2002, il quitte l'UFC à la suite de différents contractuels, il s'estimait sous-payé par la promotion, une nouvelle démonstration d'ailleurs que l'argent est un problème qui a toujours existé à l'UFC, et avec cette ceinture vacante, un tournoi à 4 hommes est mis en place. En finale de ce tournoi, BJ Penn affronte Kao Luno à l'UFC 41 et ce combat se finit en égalité. Et plus d'1 an après le départ de Pulver, il n'y avait alors toujours pas de nouveau champion du monde. Et puis, plus rien. Sans déclaration officielle ou quoi que ce soit d'autre, l'UFC n'a pas couronné de nouveaux champions des poids légers pendant 3 années supplémentaires. Il y a eu quelques combats de poids légers, mais il semblait que l'attention de la promotion soit entièrement tournée vers des catégories de poids plus lourdes. Des rumeurs circulaient d'ailleurs de temps à autre, indiquant que la division allait définitivement fermer, puis d'autres annonçaient le retour de la ceinture. Bref, c'était une époque extrêmement confuse, et cette confusion était d'ailleurs généralisée à l'UFC au global, qui semblait manquer de stratégie par moment. Il a fallu attendre à la fin de l'année 2006 que l'UFC relance officiellement sa division des poids légers et Sean Sherk remporte la ceinture à l'UFC 64. Quelques mois plus tard, l'UFC rachète le Pride et le WEC, récupérant des talents qui vont petit à petit gonfler le roster d'une division qui paraissait tout de même très creuse. Numéro 2, Randy Couture entre en conflit. Lorsque Randy Couture est sorti de sa retraite et a battu Team Sylvia, il a rendu un grand service à la promotion. Team Sylvia n'était pas un champion très populaire, l'inverse d'ailleurs, et l'UFC rêvait de se débarrasser de lui depuis longtemps. Mais le retour de Randy n'a pas été un cadeau très longtemps pour la promotion, car la relation entre les deux parties a vite tourné au vinaigre. Après avoir défendu sa ceinture contre Gabriel Gonzaga, Randy a demandé à renégocier son contrat. Il s'estimait extrêmement mal payé, et en plus de vouloir plus d'argent, il souhaitait que l'UFC négocie avec le clan de Fedor Emelianenko pour organiser un combat titanesque contre le Russe. Mais la promotion et le clan de Fedor n'ont jamais su s'entendre, et n'ayant donc obtenu aucune satisfaction, Randy décide de démissionner de l'UFC et de rendre sa ceinture. Bien sûr, Dana White n'allait pas le laisser partir aussi facilement, et un contentieux légal s'est engagé entre Randy et l'UFC. Ces démarches ont pris plus d'1 an, et Randy est resté champion tout ce temps, car il me semble que c'est ce qui permettait à l'UFC de prolonger son contrat. 2 combats intérimaires ont eu lieu pendant ce temps-là, et même si le reste de la division était actif, c'était assez artificiel et tout le monde attendait un peu que les choses se décoincent. Finalement, Couture et l'UFC trouvent un accord à la fin de l'année 2008 qui inclut non seulement une augmentation salariale mais également un gros combat contre Brock Lesnar. La relation entre Dana White et Randy Couture n'a jamais su rebondir et les deux hommes se détestent à ce jour. La division des poids lourds a repris son cours en revanche, couronnant Brock Lesnar dans un moment titanesque qui a propulsé le MMA dans une autre ère. Numéro 1, Conor McGregor court après la boxe. Conor McGregor a réalisé l'exploit de tenir en otage 2 divisions en même temps, un accomplissement dont seul l'Irlandais pouvait être capable, ou du moins que personne d'autre ne serait autorisé à réaliser. Après avoir remporté la ceinture des poids plumes contre José Aldo, Conor souhaite devenir double champion du monde comme il l'avait été au Cage Warriors. Il est programmé contre Rafael dos Anjos pour le titre des poids légers, mais ce dernier se blesse
et Conor accepte d'affronter Nate Diaz en remplacement. Mauvaise nouvelle pour l'Irlandais, il perd ce combat et il veut une revanche immédiate, ce qui est un problème pour la division des poids plumes, car il est évident qu'après ce second combat, il ne redescendrait pas d'aussitôt. Effectivement, Conor bat Nate Diaz, puis il s'attaque à Eddie Alvarez et le bat pour devenir double champion du monde. Aussi massif fut cet exploit, il a eu lieu 1 an après sa victoire contre José Aldo et il n'y avait aucun signe d'une volonté de défendre un seul de ses titres. L'UFC se décide enfin à retirer la ceinture des poids plumes à Conor et José Aldo est promu en tant que champion incontesté. Mais à ce moment-là, Conor décide qu'il veut aller boxer contre Floyd Mayweather plutôt que de défendre sa ceinture des poids légers. L'UFC crée alors une ceinture intérimaire en son absence, mais on est à un moment où la popularité de Conor transcende largement celle de la promotion et c'est un peu lui qui décide ce qui va se passer si on est honnête. Il fait miroiter un retour dans l'octogone à l'UFC, à qui il faudra 7 mois supplémentaires avant de se rendre compte de l'évidence et de retirer sa ceinture à l'Irlandais. Finalement, il fera son retour à l'UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov, près de 2 ans après avoir remporté la ceinture des poids légers, concluant ses meilleures années à l'UFC sans avoir jamais défendu sa ceinture et ayant fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde. Voilà la vidéo pour aujourd'hui, en espérant que la situation actuelle des poids lourds se décante un petit peu et rapidement, on espère. J'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que tout va bien de votre côté et nous, on se reparle bientôt, salut tout le monde. Free audio post-production by alphonic.com